Bienvenue, Omar Ben Aïcha. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Tout à fait. Dans le domaine toujours la certification entreprise. Tout à fait. Normes et dans le domaine de l'éducation aussi. Tout à fait, absolument. Donc, Omar Ben Aïcha, là je vais m'adresser plutôt à l'entrepreneur. Assise de la fiscalité, est-ce que vous avez suivi ça de près, de loin, de très près? Bah écoute, malheureusement, j'ai pas pu y être physiquement, mais j'ai très suivi, en tout cas, le retour sur les premiers débats, etc., qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de supports. Et bien sûr, j'ai lu, comme tous ceux qui s'intéressent à la question fiscale, les recommandations des assises de la fiscalité. Et qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'entrepreneur, vous qui battez le pavé, qui battez le terrain depuis des années, hein, écoutez, au contact de l'entreprise et du monde de l'entreprise, de la PME, de la TPE. Ouais, écoutez, ce que j'ai compris, c'est que il y a un consensus, il y a une volonté de renforcer la confiance. Il y a des grands axes qui ont été annoncés, mais de façon concrète et opérationnelle, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut attendre la loi cadre, donc la loi quinquennale sur 5 ans, pour comprendre réellement ce qu'on va finalement mettre en place et mettre en œuvre. Mais c'est parce que par rapport à ceux qui disent, nous on aurait voulu au moins une mesure concrète, un doigt tracé pour nous dire voilà l'horizon, et on n'a rien eu, et qui sont un peu déçus. Ouais. Est-ce que vous les comprenez ou pas? Non, je les comprends. Est-ce que vous déjà en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes dit peut-être on va avoir une petite nouveauté, il y a au moins un petit croustillant qui va sortir? Non, je pense qu'il y a des engagements. Il y a des engagements qui ont été faits par le ministre. Par exemple, on va revoir le barème de l'IS, on va revoir on va réaménager l'impôt sur le revenu. Oui, mais on est sans dire etc. Quand, sans dire comment. Oui. En nous disant que c'était conditionné en plus. Absolument, conditionné parce qu'il faut que l'État continue à augmenter les recettes fiscales. Il ne va pas faire des améliorations et donner des incitations au détriment des équilibres. Le message qu'Omar Ben Aïcha a lu dans le propos de l'argentil du pays, Mohamed Ben Chamoun, c'est tout ce qui était conditionné pour la baisse de l'IS ou la baisse de l'IR, c'est l'État, son principal souci, c'est d'augmenter d'abord les recettes. Et une fois qu'il pourra augmenter les recettes fiscales, il pourra effectivement envisager de réduire l'IS ou de réduire l'IR, c'est ça? Non, ce que j'ai compris, non, c'est pas de façon séquentielle, mais ce que j'ai compris que c'est un deal où donc le gouvernement va faire des efforts, mais en contrepartie, il veut aussi que les entreprises et les contribuables fassent un effort, payent leur impôt. Donc c'est ça ce que j'ai compris. Ça c'est possible, Omar Ben Aïcha, de se dire du jour au lendemain, tout le monde va être mindset, tout le monde va être citoyen, tout le monde va se dire voilà, c'est l'affaire de chacun, on va être honnête et profondément citoyen. Est-ce que ça c'est pas une utopie? Écoutez, sur le papier, c'est une utopie. Et je comprends les 5 ans qui ont été décidés pour faire ça progressivement, parce qu'effectivement, il faut d'abord comprendre la situation actuelle, comprendre de façon très profonde. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le Marocain ou l'entreprise ou l'entrepreneur ne paye pas ses impôts, c'est pas uniquement parce que c'est un voyou, il veut pas payer les impôts. Il faut vraiment aller creuser pourquoi. Moi, je pense que dans toute la relation entre notamment la Direction générale des impôts et les entrepreneurs et les entreprises, il y a beaucoup de travail à faire, de renforcement de la confiance. Aujourd'hui, faites une enquête comment les entrepreneurs perçoivent le contrôle fiscal, par exemple, et vous allez voir. Est-ce que c'est pas général? Est-ce que c'est pas partout dans le monde ça? Alors, oui, mais on a toujours vis-à-vis de l'administration fiscale, des contrôles fiscaux. Il y a toujours cette appréhension. On voit toujours une forme de négativité à l'égard de l'administration fiscale. Oui, pas négativité, chez nous, mais plus que oui, plus qu'ailleurs, un peu plus peut-être pour quelques raisons. Par exemple, moi personnellement, j'avais vécu un contrôle fiscal pendant 6 mois dans ma vie de patron d'entreprise. D'accord, il y a longtemps. Je pense en 2008. Et moi, je vais vous dire, et puis j'en ai vécu un autre en 2015, mais moi, je pense que là où il faut revoir notre copie, c'est d'abord mieux faire connaître à nos inspecteurs des impôts la réalité de l'entreprise. C'est pas lorsqu'on prend des ingénieurs ou même des gens qui ont bien évolué dans des entreprises, qu'on les forme, qu'on les envoie dans des stages, etc., que nécessairement ils vont être des bons inspecteurs, etc., qui interprètent correctement aussi, parce que n'oubliez pas aujourd'hui la problématique de l'interprétation. Parce que n'oubliez pas la politique fiscale, c'est pas la direction des impôts qui l'établit, c'est le gouvernement. C'est la politique du gouvernement. La direction des impôts ne fait qu'exécuter cette politique, et donc il y a aujourd'hui un effort à faire au niveau de l'interprétation. D'accord. Il y a aussi un effort à faire. C'est-à-dire, il faut clarifier. Il faut clarifier. Transparence pour éviter. Il faut pas laisser les ondes d'ombre. Il faut pas laisser les ondes d'ombre. Moi, je peux vous donner un exemple concret. J'avais des voitures de fonction, de service pour mes collaborateurs. Et de façon tout à fait transparente, j'ai mis une partie que j'ai estimée être la quote-part de l'utilisation personnelle de la voiture par mes collaborateurs, je l'ai mis dans les bulletins de paye, j'ai payé dessus de l'IR et toutes les cotisations, etc. Lorsque l'inspecteur des impôts est venu, il n'était pas d'accord.
Pourquoi? Il a dit qu'est-ce qu'il a Il dit? n'était pas d'accord parce qu'il est il est entré dans les détails, etc. Est-ce que les voitures le vendredi, est-ce qu'elles restent chez les collaborateurs? Est-ce qu'on les met dans un Est-ce qu'ils s'en garage? servent le week-end ou pas? Et comment moi je vais avoir un garage, monsieur entreprise de service, j'ai pas de dépôt pour mettre les voitures de mes collaborateurs. Donc vous voyez, il faut qu'on soit pas dans cette démagogie, il faut qu'on comprenne la réalité de l'entreprise, etc. Alors attention, il y a aussi dans l'autre sens un effort à faire, c'est-à-dire en termes d'éducation financière. Aujourd'hui, combien d'entrepreneurs comprennent à quoi sert l'IS? À quoi sert même la TVA? Pour eux, c'est très simple. Pour eux, c'est comme ça qu'ils le perçoivent réellement. Ils vont cravacher, ils vont travailler dur pour gagner leur vie. Il y a quelqu'un à la fin qui va venir, qui va leur dire, bah écoutez, je suis pas d'accord avec la façon dont vous gérez votre entreprise, et moi je veux tant de votre entreprise. C'est comme ça qu'ils le vivent. Et donc, parce qu'ils comprennent pas à quoi sert déjà l'impôt. D'où la justice. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut que les gens comprennent à quoi sert l'impôt et c'est quoi l'impôt. Quand j'entends ça, effectivement, vous n'êtes pas le premier, pas le premier entrepreneur à le dire. Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il faut croire à ce que vous dites? Est-ce que l'entrepreneur aujourd'hui qui gère une entreprise, qui gère du personnel, qui gère un carnet de commandes, qui gère tout un business, qui gère tout un modèle économique, on peut nous faire avaler le fait qu'ils ne comprennent rien aux impôts, le fait qu'ils ne reversent pas la TVA et que la TVA ils la mettent dans sa poche? Est-ce que ça c'est pour vous c'est réaliste? Non, ce que je vous dis d'adhérer, de se dire effectivement, il y a des entrepreneurs qui comprennent rien à non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de vérité absolue. Il faut qu'on étudie ce phénomène. Il faut que nos sociologues étudient ce phénomène, etc. Je prends l'exemple de la TVA. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs ne payent pas la TVA? Parce que tout simplement, lorsqu'ils voient l'argent dans leur compte bancaire, pour eux, ils vont privilégier l'exploitation. Ils vont privilégier le financement de l'exploitation. Et donc, du coup, ils comprennent pas que cette TVA ne leur appartient pas. C'est une TVA qu'ils ont collectée pour quelqu'un d'autre, donc pour l'État, et qu'ils devraient la reverser. Et pourquoi aujourd'hui ils se retrouvent dans cette situation? C'est à cause des délais de paiement. Imaginons qu'aujourd'hui, demain au Maroc, on aura des délais de paiement de 1 mois, 45 jours maximum, par exemple. À ce moment-là, je serais d'accord avec vous. Tous ceux qui ne payent pas la TVA, effectivement, c'est des gens mal intentionnés. Donc il faut prévoir aussi de resensibiliser, de rééduquer aussi. Oui, l'éducation, il n'y a pas que l'éducation scolaire, l'éducation financière. Oui, éducation financière, effectivement, qui commence à l'école, mais ouais. Les gens qui sont déjà aujourd'hui dans le business, etc., il faudrait quand même qu'on leur explique. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez la campagne sur la flexibilité du dirham? Tout ce qui a été écrit, oh là là, décision catastrophique, etc. Il a suffi de mettre une vidéo en darija sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui explique le mécanisme, le fonctionnement, les impacts, etc. Mais beaucoup de gens, ils ont compris. Beaucoup de gens, ils ont compris, ils étaient rassurés. Ça veut dire que là aussi, on est allé trop vite. Il aurait fallu déjà commencer par le commencement, comme pour la facturation électronique. Non, pédagogie, informer, voilà, sensibiliser, c'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument, il ne faut pas arriver avec des décisions draconiennes qu'on va mettre en œuvre du jour au lendemain. On arrive, c'est un très bon exemple que vous citez, on arrive dans des commerces qui ne sont même pas à niveau, même en termes d'infrastructure, etc., etc. Et du jour au lendemain, on veut les mettre au digital, il faut avoir, etc. Là, il faut un ticket, etc., etc. Il faut aller progressivement. Et moi, je pense, c'est important de dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, arrêtons de dire que le Marocain, il veut pas faire d'efforts, il hada, etc. Il sait, mais il veut pas faire, etc. Non, il y a de plus en plus de Marocains. Il est prêt à faire, il a compris. Il y a pas, je dis pas tous. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui veulent travailler clean et correctement. Mais il faut que l'écosystème dans lequel il évolue, il faut qu'il soit payé à temps. Il faut que lorsque aussi ils font un effort, ils mettent un produit sur le marché, etc. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne inonder le marché avec un produit sans normes, qui ne répond pas aux normes, etc., qui vient leur faire une concurrence déloyale, etc., etc. Donc ça me ramène à une conclusion, c'est que la politique sociale, la politique fiscale n'est qu'une composante de la politique de développement et de la politique économique globale, en fait. C'est comme si vous dites, si vous voulez aujourd'hui travailler sur la fiscalité, je vous donne un exemple de l'entreprise. C'est comme si vous me dites à l'entrepreneur, il décide de lancer une démarche de réduction de coûts sur l'entreprise, etc., etc., il se focalise que sur ça, et il fait pas attention à la partie commerciale, il fait pas attention à la partie ressources humaines, etc. Non, on ne peut travailler que de façon intégrée et holistique. La fiscalité, ce n'est qu'une partie du puzzle. Et là, pour vous, Omar Ben Aïcha, est-ce que ces assises 2019, pour vous, elles revêtent vraiment un caractère important, stratégique? En clair, Mohamed Metchaboun, il n'a pas le droit de se tromper. Il n'a pas le droit de se planter. Parce que là, on engage le pays sur 5 ans, donc un nouvel horizon fiscal, et ça sera avec absolument, lui. Ça sera le point de départ contre moi 2013, où ensuite on a tout enterré, on a mis beaucoup de choses sous le tapis, on sait pas, voilà. Il n'y a rien qui s'est passé, mais là, du coup, là, on ne pourra pas.
Non, moi je pense qu'aujourd'hui ils sont conscients de ça. Aujourd'hui les Marocains, lorsqu'on leur promet quelque chose, il faut le faire. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui l'esprit avec lequel les recommandations ont été adoptées, c'est vraiment un esprit positif. Il y a une volonté de faire, etc. Donc ne jugeons pas l'exécutif par rapport à ça. Il faut leur laisser le temps pour voir déjà la loi de finances l'année prochaine et puis voir cette loi. Ça va arriver vite déjà, parce que la loi de cadrage au mois de juin déjà pour la. Absolument. Et loi de finances 2020. Et il faut dire une chose aussi. Même les gouvernements avant, ils avaient fait des efforts. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'ils ont réaménagé le barème de l'IR? Il était réaménagé, ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat. Le Saladin Mzoual, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances. Ouais. Absolument, il y a déjà des actions promises et faites. Mais est-ce qu'on a fait les évaluations là-dessus? Alors voilà, exactement. Je vous rejoins. Il faut aussi... On n'a aucun chiffre, aucune data précise là-dessus. Ouais. Mais j'assure, la décision politique de rabaisser, d'alléger la pression fiscale sur le travail, sur l'IR, c'était lorsque Saladin Mzoual a été ministre de l'économie et des finances. 2007, 2008, 2009, 2010, on n'a aucune étude d'impact. Oui, et puis toutes les autres incitations par la suite, par exemple l'exonération sur l'IS pendant 5 ans pour les entreprises nouvellement créées, etc. Le gouvernement, je pense que sur les 15 dernières années, ou même les 20 dernières années, de temps à autre, il y avait pas mal d'efforts qui ont été faits sur la fiscalité, mais effectivement, avant de aller dans une nouvelle batterie de mesures, le bon sens veut, et la bonne gestion aussi veut, et la bonne gouvernance veut aussi, d'évaluer aussi les décisions qui ont été... On a du mal avec ça. Voilà, qui ont été mises en œuvre avant, et de voir leur impact. C'est pas pour évaluer les gens qui ont pris les décisions, évaluer les décisions elles-mêmes. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est intéressant, parce que quand vous dites sur les incitations fiscales, aujourd'hui, c'est grosso modo, le chiffre a été donné d'ailleurs lors des assises, 30 milliards de dirhams. 35 milliards de dirhams sur la dépense fiscale, 30 milliards de dirhams sur les incitations fiscales, sans avoir d'études d'impact. Est-ce que ça, c'est handicapant aussi pour pouvoir redessiner un nouvel horizon fiscal? Ah bah écoutez, si vous dites par exemple, on a fait 30 milliards d'incitations et il n'y a pas eu d'impact, je pense que le bon sens veut qu'il faudrait voir qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas d'impact et de réagir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc l'étude de l'impact, de toutes les façons, il est nécessaire. Et même pour moi, il est obligatoire. Vous avez vu que ce qui est ressorti, on verra bien, comme vous avez dit, effectivement, il faudra attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je pense que les choses vont se préciser. Mais du côté de l'exécutif, aujourd'hui, c'est de dire privilégier beaucoup plus l'appui budgétaire que l'incitation fiscale. Est-ce que pour vous, en tant qu'entrepreneur, le fait que l'État aujourd'hui, en tout cas que l'exécutif se positionne beaucoup plus en disant on préfère appuyer d'un point de vue budgétaire certains secteurs d'activité pour les redynamiser ou pour les initier, en tout cas pour les encourager, plutôt que les incitations fiscales. Est-ce que ça, c'est un bon signal? Écoutez, je vais vous dire, d'abord, une chose très importante. L'entrepreneuriat est intimement lié à la fiscalité. Très souvent, on essaye de soustraire l'entrepreneuriat à la fiscalité en disant « ouais, l'entrepreneuriat, c'est une passion, les gens, ils se lancent parce qu'ils ont le goût du risque, etc. » Non, je suis désolé. Les entrepreneurs entreprennent aussi parce que ils ont cette logique d'accumulation de capital et donc ils entreprennent parce qu'ils ont des encouragements pour gagner de l'argent. Ils ont envie de devenir riches et gagner des sous, grandir et grossir. Des capitalistes aussi, l'entrepreneur. Oui, c'est ça qui fait, en partie, c'est ce qui fait que l'entrepreneuriat se développe. Et donc, aujourd'hui, dans tous les pays, il y a les subventions, il y a les incitations fiscales, etc. Même si les subventions créent de la rente, malheureusement, le problème c'est ça, c'est que l'appui budgétaire ou les subventions, ils créent de la rente. C'est ça le sujet. Mais c'est un levier, même dans les pays développés, qui est toujours aujourd'hui maintenu. Et je pense qu'au Maroc, ce qu'il nous faut, c'est aller chercher une nouvelle génération de subventions. Et aussi sur la partie fiscalité aussi, aller chercher d'autres gisements où on peut, une nouvelle... Sur quel marché? Voilà. Écoutez, je prends par exemple tout ce qui est économie verte, aujourd'hui. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi on est très timide sur la fiscalité verte, par exemple. La fiscalité verte, vous allez dans un pays comme la France, qui est un bon exemple aussi pour benchmarker ce qu'on fait au Maroc. Durant la crise financière et économique, la crise de 2008, voilà, un des secteurs qui a maintenu la création d'emplois, etc., c'est le secteur du développement durable, de l'économie verte, etc. Et on se plaît à dire en France que si la crise, il avait supprimé pas mal de postes de col bleu, de col blanc, etc., mais il a créé beaucoup de postes de col vert. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a choisi le cap des énergies renouvelables, du développement durable, etc. Or, dans ces secteurs, on peut créer de nouvelles filières, on peut créer énormément d'emplois, en utilisant des crédits d'impôt, des incitations fiscales, etc. C'est un secteur qui nécessite de gros investissements.
Oui. Vous avez fait référence à l'Hexagone aussi aujourd'hui. On a vu des grands groupes aussi se désengager au niveau de la fabrication du marché de l'éolien, fabrication d'éolien, parce que c'est des investissements extrêmement lourds. Ouais. Quand on est aujourd'hui sur des arbitrages budgétaires, quand on est sur vous avez vu, ça a été évalué à 50 milliards de dirhams, parce que le manque à gagner pour l'État au niveau de l'impôt qui est non collecté, le fait d'annoncer d'ores et déjà qu'on va revenir sur le marché de l'emprunt en 2019, en 2020, ça veut dire qu'aussi peut-être que la fiscalité verte, c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité. Non. Bah écoutez, la fiscalité verte, juste pour votre information, la loi cadre portant charte développement durable et protection de l'environnement a bien institué le principe de la fiscalité verte. Aujourd'hui, dans tous les pays, on a développé ces nouvelles économies. C'est un mécanisme qui a été utilisé. Moi, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où c'est pas à l'État d'investir dans ces infrastructures. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de capital qui veut investir dans les domaines du développement durable où il lui faut le cadre et parmi les éléments du cadre justement c'est la fiscalité. Je peux vous donner un chiffre, l'investissement socialement responsable. Vous savez que les capitaux aujourd'hui qui vont vers les investissements socialement responsables explosent au niveau mondial. On parle aujourd'hui pratiquement 20 000 milliards 20 trillions de dollars de financement, etc. Il faut qu'on crée les conditions pour attirer ce capital. On demande à l'État juste de mettre en place le cadre. Et ça ne va pas être au détriment de l'équilibre. C'est-à-dire le cadre juridique le cadre juridique, le cadre fiscal, etc. Et ça, c'est des nouvelles activités. Donc, on ne va pas faire une ponction sur les recettes fiscales existantes. C'est des recettes fiscales nouvelles qui vont arriver, bien sûr amoindries par les incitations, mais c'est aussi une façon aussi d'élargir un peu les recettes fiscales et de trouver aussi de nouveaux impôts. Parce que si j'investis par exemple dans un projet comme ça et qu'à la fin vous me donnez un crédit impôt de 30, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 30 sur 100 par exemple, ça veut dire que déjà je vais vous payer 70. Mais si je ne viens pas, vous n'aurez ni les 30 ni les 70. Oui, parce qu'il y a aussi un autre problème aussi pour nous qui est important, c'est le chômage. Parce qu'il faut trouver des jobs. Bien sûr. Moi, je veux bien effectivement la fiscale, tout ce qui est développement durable, c'est extrêmement important. Toutes ces choses-là aussi, mais ce qui parle essentiellement aux gens et ce qui est la réalité économique, c'est le pragmatisme d'ailleurs peut-être de Donald Trump, que tout le monde prenait pour un fou il y a 2 ans. Et qui aujourd'hui a réussi son pari à la fois de redresser la santé financière la santé économique des États-Unis et la santé sociale aussi, puisqu'on parle de la création d'emplois avec un record de 240 000 emplois créés au mois d'avril. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez vu le HCP, nouvelle étude, le chômage bloque à 10%. On a 1,2 million de personnes stock de chômeurs, plus ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi qu'on n'arrive pas à apporter des réponses concrètes. Vous êtes, dans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur, notre économie aujourd'hui, la nouvelle fiscalité, comment on fait aujourd'hui aussi pour pouvoir redonner un peu d'espoir aussi à ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver de job. Écoutez, cette question est au cœur de la réflexion sur le nouveau modèle de développement social et économique du Maroc. Et fiscal aussi, c'est inclus, non ? Oui, fiscal est inclus pour moi. L'économie, il englobe aussi la partie fiscale. Moi, je pense que nous arrivons, mais tout le monde est d'accord d'ailleurs à le dire, nous arrivons à la fin d'un cycle, d'un modèle qui était basé sur la demande. Donc justement, sur la consommation, sur le crédit. On parle de la classe moyenne, la consommation, donc on fait des gros projets, des infrastructures, etc. Je pense que maintenant, il faudrait commencer à travailler probablement beaucoup plus sur un modèle de l'offre. Et donc, un modèle de l'offre, il va être porté effectivement par des entrepreneurs qui veulent investir et porté aussi par des ressources humaines qui sont capables d'innover, etc. Donc, il faudrait maintenant, au lieu de continuer à investir dans les infrastructures, il est temps de commencer à investir aussi dans l'humain, etc. Alors, le domaine de l'offre passe par le développement de l'industrie. D'accord ? C'est-à-dire tout simplement, il faut qu'on commence à arrêter d'importer un certain nombre de produits, etc. de l'étranger, alors qu'on est totalement capable de les produire nous-mêmes. Des chaussettes, des balais écoutez, on est capable de les produire nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui écoutez, on a des entreprises... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à rien à produire. Parce que quand j'ai appris qu'on importait des chaussettes et des balais, et je ne suis pas dans la caricature. Pas que. Il n'y a pas que. Et des théières et autres, beaucoup de choses. Ouais. Parce que moi, je pensais, on importe la technologie. On importe de l'électricité, on importe sur des choses relativement lourdes, des machines, des grosses machines industrielles. Mais là, je me suis dit, en fait, maintenant, non, on importe aussi des chaussettes et des balais. Donc, c'est pourquoi il faut renforcer la régulation du marché
par les normes, comme le font tous les pays qui sont concurrents au Maroc. Moi, je peux vous donner un exemple. Essayez d'exporter des produits marocains dans certains pays comme la Turquie ou même, vous avez vu avec la voiture sur la Tunisie, l'Égypte, etc. Essayez d'exporter et vous allez voir le parcours du combattant que vous allez suivre. Tout le monde ferme ses frontières. C'est pas il ferme les frontières, mais il va pas en tout cas ouvrir les frontières comme ça et vous dire venez il y a des accords de libre-échange, on a signé 50 d'accords de libre-échange, y compris avec la Turquie d'ailleurs. Les accords de libre-échange ne supposent pas d'introduire n'importe quel produit sur le marché. Aujourd'hui, lorsque vous dites les balais, etc., si aujourd'hui on pense que ces produits ne sont pas au niveau, ne serait-ce que sous l'angle de la protection du consommateur, il faudrait mettre des normes, il faut les appliquer pour protéger le consommateur. Est-ce qu'on a la force et la capacité de faire ça aujourd'hui par rapport à nous, notre économie, par rapport à ces mastodontes? Parce que j'ose imaginer assez facilement que ou les balais ou les chaussettes viennent de Chine. Ouais. Voilà. Donc c'est juste, est-ce qu'on est en capacité de dire aux produits aux Chinois, vous avez vu l'Union européenne, ils ont essayé de le faire sur les panneaux photovoltaïques et autres. Chinois, ça a été compliqué de résister à la pression chinoise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le panneau photovoltaïque qui entre aujourd'hui en Europe, oui, mais il y a eu des résistances au départ. Oui, mais c'est un panneau équivalent à un panneau qui est fabriqué en Europe, en termes de normes, etc. Donc aujourd'hui, nous, au Maroc, et en termes de coûts, parce que je crois que c'était oui, et puis du coup, c'est pour la démocratisation. Aujourd'hui, c'est très simple. Si on veut avoir une industrie qui tourne, qui fonctionne et qui crée justement de l'emploi, il faut que cette industrie soit capable d'abord de faire ses preuves ici sur le marché national et après exporter. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez pris un parfait exemple industriel. Vous savez pourquoi? Vous avez vu la bataille qu'on montre sur l'acier plat entre ceux qui sont pour le protectionnisme et ceux qui veulent, les importateurs d'acier, qui disent voilà, on en a marre, entre guillemets, de la dictature aussi imposée par le fait qu'on nous dise vous n'avez pas le droit d'importer de l'acier. Oui, et ça, c'est un matériau, je veux dire, de première nécessité pour l'industrie. On fait comment? Il y a deux camps qui s'affrontent chez nous, hein. Oui, les importateurs et les acteurs locaux. Moi, je pense qu'il n'y a jamais deux extrêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas l'extrême de dire nous, on n'est pas capable de produire, donc on ferme toutes nos usines et on importe tout de l'étranger. D'accord? Ou de dire on ferme complètement et on est capable de tout faire, etc. Il y a toujours un milieu. Maintenant, s'asseoir autour de la table, ensemble, y compris les décideurs publics, y compris les entreprises, les fédérations concernées, etc., et se mettre d'accord sur des règles et des mesures, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, si vous prenez un aciériste ici à Casa, une grande entreprise de production d'acier, les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics ont permis à cette entreprise d'avoir sa chance. Aujourd'hui, d'aller monter une usine de montage de voitures, de continuer de préserver les emplois, etc. On parle de Maghreb style. Voilà, et sans nécessairement fermer complètement les frontières aux importations. Donc il y a les mesures de sauvegarde, hein. Il y a un cadre pour mettre en place les mesures de sauvegarde. L'entreprise doit aussi revoir sa copie. C'est parce que il y a des entreprises aussi qui eux veulent la protection et donc finalement qui se terminent en une espèce de rente. Voilà, on est protégé, de rente déguisée, etc. Donc si vous voulez, mais en sachant que c'est le consommateur final qui est sanctionné. Hein. Absolument. Mais moi, je vais vous dire encore une fois, pour revenir à l'histoire du chômage et de l'emploi, la seule possibilité pour nous de résorber le chômage, c'est d'avoir plus d'entrepreneurs. Pour avoir plus d'entrepreneurs, il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. D'abord, on parlait tout à l'heure d'études, il faut d'abord voir pourquoi on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs dans ce pays. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question d'accès au capital? Est-ce que c'est une question, après, même pour ceux qui franchissent le pas d'accès au marché, etc. L'accès au financement, c'est aussi... L'accès au financement, la fiscalité, on parlait tout à l'heure des encouragements, etc. pour encourager les entrepreneurs, qui très souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs, moi j'en fais partie, qui renoncent à un salaire, qui renoncent à une situation confortable, parce qu'ils sont attirés par des possibilités, par des opportunités qui sont offertes dans certains secteurs d'activité. Donc il faut qu'on étudie un peu tout ça, parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution. Et je parlais tout à l'heure de modèle, je reviens à l'industrie. Aujourd'hui au Maroc, on a bien démontré que sur les métiers mondiaux du Maroc, qu'on était capable donc d'avoir une industrie, même si quand vous dites industrie, vous faites référence à l'industrie automobile, aéronautique, et même textile qui a résisté malgré tout. Difficilement, l'agroalimentaire en état. L'agroalimentaire, les chiffres, c'est difficile aussi. Oui, mais ça régresse pas. Hein. Les chiffres, ils sont stables, ils évoluent, etc. Mais alors qu'ailleurs, ça augmente. Oui, moi, quand on stagne, j'ai l'impression que quand on stagne, il y a le risque de reculer. Mais le problème, encore une fois, l'agroalimentaire, par exemple, c'est juste une question d'entrepreneur, c'est une question d'innovation et de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on fait un produit alimentaire, on ne change pas de produit pendant 10-15 ans, et après, lorsqu'on est terrassé par la crise, on commence à jeter la responsabilité sur d'autres.
Alors Et sur l'étranger. Et sur l'étranger. Alors que ça m'a fait marrer d'ailleurs, je vais vous donner un exemple de l'industrie agroalimentaire. Je faisais un cycle supérieur et il nous a été donné de faire une étude de cas sur l'agroalimentaire, sur la fabrication de jus. Donc on est allé chercher un peu d'informations. Bon, ça date un peu, je pense que la situation... Des jus de fruits. Il a changé au jus de fruits, jus d'orange. En plus orange, ouais. Jus d'orange, exactement. Et vous savez qu'est-ce qu'on avait découvert? On avait découvert que le Maroc, premier producteur d'agrumes, etc., importait le jus concentré d'Égypte. Tout à fait. C'est extraordinaire, non? Et vous savez ce que j'ai eu comme autre exemple moi, aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y avait des opérateurs espagnols qui achetaient de l'orange chez nous, donc qu'il importait chez eux, qu'il a retransformé, qu'il a fabriqué, et ensuite qu'il nous vendait des packs. Absolument. Et ils étaient beaucoup plus compétitifs. Absolument. Et ça, j'ai toujours demandé autour de moi, quelqu'un a été en capacité de me donner une explication claire et rationnelle. Et c'est là où on a besoin d'entrepreneurs. Oui. Mais vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est aussi édifiant. Sur le cacao, par exemple, l'industrie du chocolat au niveau mondial, c'est à peu près 100 milliards de dollars. Il y a 1 milliard qui revient à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 1 milliard de recettes des exportations du cacao. 99 milliards de dollars sont faits dans les pays de valorisation, etc. Donc je reviens encore une fois. Si on veut une industrie, il nous faut de l'innovation, il nous faut des entrepreneurs. Donc d'ailleurs, justement, pendant les assises, ils ont parlé d'un IS éventuel pour l'industrie, pour les technologies innovantes. Oui, pour les startups dans les domaines autour de 20%, donc peut-être fusionner d'ailleurs les industries innovantes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie aujourd'hui, il faut casser aussi ce mindset de regarder l'industrie, prisme voiture, fabrication, Renault, Peugeot. Il faut aller aussi au-delà parce que l'industrie, elle a sensiblement évolué aujourd'hui et que c'est pas l'usine où on fabrique que des voitures et des câbles auto, c'est que ça va aussi, c'est beaucoup plus large. Bien sûr, et d'ailleurs, merci pour cet exemple. Les nouvelles technologies, tout ce qui est big data, intelligence artificielle, au Maroc, est-ce que c'est pas le pays où il y a plus de 600 ingénieurs qui partent chaque mois ou chaque année? Vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas parti, vous? Non, mais je parle. Parce que vous êtes ingénieur. Non, je parle du niveau digital. Oui. Niveau digital, par exemple. On a beaucoup de départs de cerveaux. Alors pourquoi on n'arrive pas à créer un écosystème où ces cerveaux, au lieu de partir, viennent créer leur entreprise ici et deviennent des entrepreneurs qui réussissent? Mais parce qu'on va parce que les gens qui partent, où on a vu d'ailleurs un turnover, il y a ceux qui partent, le turnover extrêmement élevé aussi à intra-entreprise, ils partent parce que pour le cadre de vie, y compris dans l'entreprise. Pas uniquement, mais apparemment c'est une des raisons majeures qui uniquement, c'est d'abord l'intérêt. Ils partent d'abord pour l'intérêt, parce qu'on les se doit, parce qu'on les paye mieux, parce qu'on leur donne des projets qui ont du sens. Ils vont travailler dans des équipes qui travaillent sur donc ils seraient bêtes de pas partir. C'est surtout ça. Ils seraient bêtes de pas partir. Écoutez, si on avait un écosystème ici, comme à la Silicon Valley, etc., avec des vrais incubateurs, des vrais accélérateurs, avec des startups qui deviennent des licornes, qui se développent, etc., vous allez voir, beaucoup de gens vont rester ici parce que beaucoup de Marocains sont très attachés à la famille, sont très attachés à la tradition, etc. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, si vous les sondez, ont toujours des projets de revenir. Donc, c'est pas uniquement pour une question de cadre de vie. Tout le monde est attaché à sa famille. Vous savez, les Italiens sont très attachés, sont très familles aussi. Hein. Les Espagnols aussi, les Français aussi. Et pourtant, ils s'exportent. Et les talents s'exportent partout. Et donc, je reviens à mon exemple de l'industrie. J'ai vu une entreprise qui a inauguré ses locaux la semaine dernière, un investissement de 140 millions d'euros. Et combien était ma fierté de voir que l'équipe finalement qui a monté le projet, il est 99,5% marocaine. Tous les ouvriers, tous les techniciens, tous les ingénieurs, tout le monde est marocain, il n'y a que le patron du site qui est expatrié. Et donc je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui nous manque? C'est possible, Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? De prendre confiance en soi et d'être respecté. Et surtout, mais pas uniquement, mais surtout d'avoir une vraie politique de développement qui veut vraiment avoir une industrie qui est forte, avoir un écosystème où les entrepreneurs se développent, etc. Et donc, encore une fois, pour revenir à l'histoire des assises, ce que j'apprécie dans les assises, surtout, c'est déjà le fait de discuter, de s'asseoir, et que certains décideurs publics, quand même, mettent le doigt là où il fait mal, et qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a des efforts à faire. C'est déjà ça. Hein. Et quand vous faites référence au fait qu'il y a un haut fonctionnaire, un secrétaire général d'un ministère et qui a fait le buzz, vous avez vu comment? Oui, tout à fait. Ouais. Zoé Cholfi, qui a, en pointant du doigt une profession, une catégorie de population, en tout cas les médecins libéraux et les cliniques essentiellement, en disant qu'en fait ils échappent à hauteur de 90% de leurs revenus pour échapper à l'impôt. Non, il a raison. Et sur ce sujet... Vous applaudissez, vous? Non, sur Parce ce sujet, il a raison. Les médecins sont en colère en disant non, nous, ce qui a été dit, c'est faux. D'ailleurs, on est pris à l'attaquant pour diffamation en justice. Non, sur ce sujet, il a des chiffres, hein, parce qu'il y a des contrôles qui ont été faits, hein, qui ont été réalisés, etc. Donc, il parle pas dans le vide, vous voulez dire? Il parle pas dans le vide, hein, je suis sûr et certain. Mais encore une fois,
je reviens à cette problématique d'impôt qui, pour moi, c'est une fausse problématique, parce qu'un entrepreneur qui fait 100 de chiffre d'affaires, qui paye ses charges, toutes ses charges correctement, et qui a à la fin 30 ou 20 en bottom line de résultats nets, après qu'il a payé aussi ses charges à lui, de sa famille, etc., et que sur ces 20 ou 30, on lui demande de payer 4 ou de payer 5, je suis désolé, il peut toujours payer 4 et 5, et il peut toujours continuer à se développer, etc. C'est un faux problème pour moi. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt, il ne vient qu'une fois, on a tout payé et qu'on a fait un résultat, etc. Maintenant, le problème, où est-ce qu'il est? C'est pas à ce niveau-là où il y a le problème. C'est que très souvent, l'entrepreneur, lorsqu'il a de l'argent dans les comptes de l'entreprise, comme j'ai dit au début de notre rencontre, il va toujours privilégier l'entreprise. Il va dire, plutôt cet argent, moi, je ne vais pas payer des impôts, je vais l'utiliser encore pour investir ou là pour mettre de l'argent, épargner, etc. Pour alimenter mon compte courant, non? Oui. Il y en a qui le font parce qu'il y en a qui en fait qui ont qui confondent les deux, le compte de l'entreprise et le compte personnel. C'est ça ce qu'il faut combattre. Il faut combattre cette culture de dire l'entrepreneur, sa bête noire, c'est les impôts, etc. Alors que justement. Et les impôts pour l'entreprise, il ne doit pas voir l'entreprise comme une bête à saigner. C'est ça en fait que vous êtes. Mais c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la raison d'être justement de cet inspecteur d'impôts? C'est cette entreprise qui existe et qui paie des impôts et qui contribue à des recettes fiscales. Donc, et vice versa. Vous savez, ça ressemble un peu à aussi à une autre problématique aussi très connue chez nous, c'est en termes de financement, entre l'entrepreneur et le banquier. Vous allez chez les banques, ils vont vous dire, ah ben nous, là, on est prêt à financer. On a de l'argent, on est prêt à financer, mais il n'y a pas de projet sérieux. Il n'y a pas d'entrepreneur qui présente des projets sérieux. Vous allez chez les entrepreneurs, ils vont vous dire l'inverse. Ils vont vous dire, voilà mon projet, etc. Voilà, je tiens la route, mais lorsque je vais voir les banques, les banques, ils ne veulent pas financer. Il faut qu'on arrive à briser un peu tout ça, et à se parler un peu, et à se faire confiance. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet une question de confiance. Une question de confiance, et à mon avis, une question d'avenir aussi. Hein. Parce écoutez, que si on n'arrive pas à redresser la tête là, sur les 5-10 prochaines années, je pense que ça va être extrêmement compliqué. C'est sûr. Ça l'est pour tout le monde, donc et nous, on échappe. Et nous, le Maroc, on n'échappera pas à cette réalité. C'est sûr, et je pense qu'il faut profiter de tout le débat aussi aujourd'hui autour de l'éducation pour régler au passage tous ces problèmes, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, si on ne le règle pas au niveau de l'éducation, il va être reconduit par les générations futures dans 10-20 ans. Benacha, vous avez vu le débat d'ailleurs qui n'est pas clos hein, sur la mise en place de langues internationales pour essentiellement le français sur la matière scientifique. Quand vous faites référence à l'éducation financière, que tout se passe à l'école, l'éducation à la fiscalité aussi, à la citoyenneté fiscale, c'est quelle langue ça? Darija? Ça c'est langue étrangère malheureusement, hein. C'est le code général des impôts, tout le référentiel aujourd'hui il est en langue étrangère. Hein. Là il faut pas faire preuve de démagogie. Moi par rapport à ce débat c'est très simple, il faut être pragmatique au niveau des langues étrangères, tout en consacrant et en préservant à la langue arabe son statut comme langue officielle, comme langue du marocain, qui est mêlée à sa tradition, etc. Et qui est chargée d'histoire. Et chargée d'histoire, absolument. Merci en tout cas. Au revoir Benacha. Merci Rachid. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, toujours dans le monde de la certification, d'ISO, hein, pour l'entreprise et dans l'éducation également. Tout à fait, absolument. Merci une fois de plus à vous. Au revoir Benacha et je vous souhaite une belle journée. Merci Rachid.